Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur l'MBC au sommaire de cette édition. Le verdict est tombé. Wally Ali Mirkan et Dylan Brian Carman sont reconnus coupables de la mort de la policière Dimple Ragout. C'était lors d'une opération de là-dessous au Beauvallon Mall. Wendip Apaya reste en détention policière. Ce directeur d'entreprise a acheté une quarantaine de véhicules pour près de 80 millions de roupies en 5 ans. La FCC cible particulièrement leur financement. Le renouvellement de l'AGOA se fait attendre alors qu'un accord de libre-échange pour le continent africain permet de réfléchir sur le potentiel qu'il représente pour le marché. Bien plus qu'une unité de la mort, elle symbolise la dignité et le respect de la personne dans ses derniers moments. Zoom sur les soins palliatifs, le docteur Claude Grange est notre invité ce soir. Deuil national au Portugal après le déraillement de l'emblématique funiculaire de Lisbonne qui a fait 17 morts. Le monde de la mode perd Giorgio Armani, le maestro du minimalisme à l'italienne, quitte le podium à 91 ans. Et puis les vétérans du judo mauricien décrochent 4 médailles d'or au championnat d'Afrique Master. C'est un drame qui avait secoué tout le pays. Le 24 novembre 2020, la policière Dimple Ragout a été tuée dans l'exercice de ses fonctions au centre commercial de Beauvallon. Ce jeudi, Wally Ali Mirkan a été condamné à 23 ans de prison, 12 ans pour Dylan Brian Carman. Les deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir volontairement tué la policière et blessé grièvement son collègue Dassa Palassormi. Dans l'après-midi du 24 novembre 2020, les officiers de l'ADSOU, se basant sur les informations obtenues auprès de leur service de renseignement, s'étaient rendus sur l'aire de stationnement du Beauvallon Mall. Ils devaient y conduire une opération de livraison contrôlée. Les deux accusés s'y sont présentés en voiture pour livrer la drogue à un informateur. Pris en embuscade, ils ont cherché à fuir. La victime et l'officier Arlanda, posté à l'entrée du complexe commercial, s'était dirigé vers la voiture, sommant le chauffeur de s'arrêter. Lancé à pleine vitesse, le véhicule avait percuté le policier Arlanda, le laissant inconscient sur le sol. Dans sa course, la policière Dimple Ragout avait trébuché devant la voiture avant d'être percutée mortellement. Le jugement de la Cour souligne l'engagement des deux officiers, dont la victime, Dimple Ragout, dans la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. Wendip Apaya, directeur d'une agence de nettoyage de 43 ans, a été inculpé de blanchiment d'argent en cours de district de Port-Louis cet après-midi. La Financial Crimes Commission a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. La FCC reproche à Wendip Apaya d'avoir fait l'acquisition en 5 ans de 34 véhicules estimés à 79 millions de roupies. Ils auraient été en partie ou en totalité financés par des activités illicites. 3 véhicules de luxe ont déjà été saisis par la FCC. Kavin Tapessar. Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission ont saisi 3 voitures de luxe, une McLaren Artura d'une valeur de 12 millions de roupies, une BMW M8 estimée à 11,5 millions de roupies et une Range Rover SUV au coût de 9 millions de roupies. Ces 3 voitures font partie d'une flotte de 34 véhicules estimés à 79 millions de roupies au nom de Wendip Apaya. Ce directeur d'une agence de nettoyage de 43 ans a été arrêté hier dans le cadre de l'enquête de la FCC. Il a comparu cet après-midi en cour de district de Port-Louis. 4 charges de blanchiment d'argent ont été retenues contre lui. 3 charges sous la FIAMLA, la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act pour l'acquisition de 31 véhicules et une charge sous la Financial Crimes Commission Act pour l'acquisition de 3 véhicules. La FCC reproche à Wendip Apaya d'avoir fait l'acquisition entre janvier 2020 et mars 2025 de ces véhicules qui seraient en partie ou en totalité financés par des activités illicites. Selon l'enquêteur de la FCC, il faudra au moins 2 semaines pour localiser et saisir les 31 autres véhicules appartenant à Wendip Apaya.
Wendy Papaya a été reconduit en détention policière. Sa prochaine comparution a été fixée au 9 septembre en cour de district de Port-Louis, où la FCC devra informer la cour sur l'évolution de l'enquête. Dans la région de résidence Valégie, des travaux de reconstruction du tunnel de Sable Noir sont en cours. Un chantier de 16 millions de roupies pour réduire les risques d'accumulation d'eau et d'inondation. Pour les besoins des travaux en cours, un plan de déviation entre en vigueur à partir de demain soir jusqu'à lundi matin. Soumaïra Oubarali. Valégie fait partie des zones identifiées comme les plus à risque lors des montées soudaines des eaux. Depuis plusieurs décennies, chaque épisode de forte pluie reste gravé dans la mémoire des habitants. Un gros la pluie, après on l'a débordé. Ouais, ils ont débordé de l'eau rentrée. Bon, voilà, les gars, problème, rentre dans la case, dans la coupe, partout. Quand gros la pluie, nous besoin mettre bloc ou bien planches pour nous passer dans la passerelle. Afin d'atténuer ces risques, les travaux de la reconstruction du tunnel à Sable Noir, entamés en février dernier, visent à augmenter la capacité d'évacuation. Selon la Land Drainage Authority, les eaux provenant de la montagne des Signaux, transitant par la Old Moka Road, seraient à l'origine des inondations dans cette partie de l'île. La Road Development Authority a été mandatée pour mener ce projet. Le projet en globalité il concerne la construction d'un box culvert de dimension 4 mètres par 2 mètres de profondeur. Bon, actuellement, ce projet de box culvert là est relié avec un deuxième box culvert qui trouve en amont, c'est-à-dire à Foot Canneuse, le motorway M1. Donc tout ça débit de l'eau qui peut descendre depuis le motorway M1 et venir directement le pont qui trouve à Sable Noir. Le nouveau pont est capable de prendre jusqu'à 50 mètres cubes de l'eau par seconde. Les éléments préfabriqués pour le tunnel seront installés durant ce week-end. Un plan de déviation a été établi pour les automobilistes venant de Pointe-aux-Sables, Beaubassin et des régions avoisinantes. La route A1, plus précisément pour plus facile à comprendre. À ma droite, nous avons cité Valégie et si nous sommes à ma gauche, nous pouvons aller vers Grande Rivière Nord-Ouest. Ce chemin-là est composé de 3 lignes. Et on a 2 lignes qui peuvent bloquer là-dedans et de ce fait, on a une seule ligne qui peut être opérationnelle. On a un système de stop and go qui peut faire sur place ici, pour débuter le 5 à 20h, et pour terminer lundi matin à 5h. Les habitants de Pointe-aux-Sables, de Coromandel et les régions qui dans les alentours, ce cas a servi le ponçage, ou bien même, si je peux constater aussi, ce cas a servi Old Moka Road. Donc nous vous demandons de suivre le conseil de policiers qui vous suivent à place pour assurer votre sécurité. Un investissement de 16 millions de roupies a été consenti pour ce projet dont l'achèvement est prévu pour le 15 octobre prochain. C'est l'aboutissement de longues années de dur labeur. Quelques 95 anciens employés du groupe Medine qui ont opté pour le Voluntary Retirement Scheme ont reçu ce jeudi leur titre de propriété. Ils deviennent ainsi chacun propriétaire d'une parcelle de terrain à Palma. Il y a eu cet après-midi une cérémonie pour leur remettre leur titre de propriété. Ria Rambojan. Ils ont été laboureurs, épierreurs ou encore des field managers pour le groupe Medine. Et aujourd'hui, après de longues années de dur labeur, ces employés sont propriétaires de leur terrain sous le Voluntary Retirement Scheme. Je fais le travail dans le canne, planter, dépailler, tirer mauvais l'herbe, coupe canne aussi. Comment sens-tu aujourd'hui? Je suis bien content parce que depuis longtemps, je peux attendre pour gagner le contrat. Bon Dieu, merci aujourd'hui de gagner le contrat. Je peux faire laboureur, mais mon travail en Yéta, établissement en Yéta, et puis mon travail Medine, je fais 21 ans de service. Mais aujourd'hui, je suis bien content, je suis très fière des peines qu'ils m'ont données, mon gars m'a offert, je suis extra fière. Mais mon projet, je fais un petit chose pour mes enfants. Le processus entourant les titres de propriété aura été long, mais nécessaire pour s'assurer que tout soit fait dans le respect des normes. Quand nous commençons à faire l'infrastructure, nous réalisons un tunnel de lave dans quelques endroits dans le terrain. Donc, nous avons arrêté et gagnons tout le PMI, faire des études géotechniques et gagnons toute la permission des autorités pour CAV développe le terrain. Et avec beaucoup d'interactions avec les bénéficiaires, vous pensez depuis 2013, vous êtes gagné la terre. Alors que la production cannière a diminué de presque la moitié en 10 ans, la nécessité d'une symbiose entre tous les acteurs pour assurer la pérennité de ce secteur a été soulignée. L'industrie sucrière, l'Ibzala, here today and here to stay.
parce que beaucoup de valeur ajoutée avec l'industrie sucrière, cannière, mais nous avons un gros problème de main-d'œuvre aussi qui nous a fait face. Là, le bureau du Premier ministre il prend le dossier à juste titre en main et nous cause avec le commissaire de l'Inde et le Premier ministre, parce que c'est un des issue qui pourrait en Inde, c'est effectivement main-d'œuvre. L'appel pour un retour à la terre a aussi été réitéré lors de cette cérémonie. Entre incertitude américaine et ambition africaine, l'Afrique joue sa carte du commerce. L'AGOA arrive à échéance, mais l'accord de la zone de libre-échange continentale ravive l'espoir d'un marché unique, moteur d'un continent plus fort. Abdel Bolaki a recueilli l'avis de plusieurs experts réunis cette semaine à Balaklava à l'initiative de l'Economic Development Board pour réfléchir sur l'importance du commerce intra-africain. Le commerce africain est à la croisée des chemins. D'un côté, l'AGOA, l'accord commercial avec les États-Unis, arrive à expiration le 30 septembre 2025 et son renouvellement reste incertain. De l'autre, les nouveaux tarifs américains. Mais face à ces pressions, les experts appellent à une Afrique unie, capable de résister aux chocs mondiaux. AGOA is coming to an end. And also with the increasing tariff that US is now taking in terms of the trade regime, it is really increasing now important for us now to try and find another markets. We have trade agreement in place that is supporting us to trade freely across the region. L'objectif ici, c'est aider les pays membres africains, devenir un peu moins dépendants au commerce international, diversifier les autres sources d'exportation, importation et tirer profit de ce grand accord commercial qui un leader africain signé qui appelle ZLCAF, Zone de libre-échange intercontinental africain. Le continent possède pourtant un atout de taille. Plus d'1,2 milliard d'habitants, un marché gigantesque qui pourrait booster le commerce intra-africain, aujourd'hui limité à 18%. Un chiffre faible, mais qui révèle un potentiel colossal, selon les analystes. Les opportunités, il y en a plein pour le commerce intra-africain, du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par le Mozambique ou l'île Maurice. Et ça touche tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie. Exemple concret, un exportateur mauricien veut exporter des vêtements en coton. Il y a plus de 300 millions de dollars de potentiel d'exportation pour l'île Maurice, juste pour l'Afrique. Une opportunité, que ce soit produit, que ce soit service, parce que Maurice, déjà, nous avons compagnie infinie. Mettre un pied dans footprint dans l'Afrique avec un plan d'expansion qui était là. Reste à relever de nombreux défis pour concrétiser cette stratégie régionale. 16 countries that are landlocked, which basically means we need to invest in transport infrastructure, but also energy. We need to invest in industrial development. We need to develop a regional value chains, which is what the UN also is promoting. Le marché unique continental progresse rapidement, déjà ratifié par 48 pays, dont Maurice. L'accord sur cette zone de libre-échange porte l'espoir d'un commerce sans barrières au service d'une Afrique plus forte et plus stable dans cette ère d'instabilité des échanges internationaux. On en vient maintenant à une partie de la médecine qui reste encore invisible au grand public, les soins palliatifs, soit un accompagnement des malades en souffrance et en fin de vie. La clinique Ferrière à Cure-Pipe offre depuis 4 ans ce service. Il a été créé en collaboration avec le docteur Claude Grange, spécialiste en soins palliatifs. Il est notre invité ce soir. Mais d'abord, voyez ce reportage tourné à la clinique Ferrière avec Dassa Palassormi. Marie, 64 ans, atteinte d'un cancer du sein, a choisi depuis janvier de se procurer des soins palliatifs. Elle vient ici au moins une fois par mois, une approche qui répond pleinement à ses besoins. Cancer du sein, j'ai déjà enlevé depuis l'année dernière. J'ai des pansements à faire à chaque fois, parce que tous les 2 jours, alors c'est très douloureux. Il y a 4-5 personnes qui vont prendre soin que de moi. L'écoute qu'ils ont, comme si ici avec ce soin palliatif-là, c'est pas que pour faire ce pansement ou bien pour ça, mais ils vous parlent de tout. On ne parle pas qu'avec moi, mais avec les parents, mes proches. La maladie a commencé dans le sein, mais c'est allé dans d'autres endroits du corps. Il n'y a pas de traitement pour la guérir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des pansements adaptés par rapport au type de plaie qu'elle a et on soulage sa douleur.
et on fait un accompagnement. Cela fait maintenant 4 ans que l'unité de soins palliatifs fonctionne à la clinique Ferrières. L'unité comprend 12 chambres, 3 médecins et 9 soignants offrant un accompagnement personnalisé. Elle prodigue des soins aux patients atteints de maladies graves ou en phase terminale dont les traitements arrivent à leur terme ou qui ne fonctionnent plus. Donc on dit, pas pour guérir, prends-les à la case, pas pour capable faire non, il reste toujours des choses à faire. La patiente peut être douloureuse, avec des vomissements, des problèmes respiratoires, digestifs. Donc tout ce qu'on va venir faire, on va enlever ou ajouter des traitements, toujours sur une balance, pour ne garder que ce qui a des bénéfices. Le maître mot, c'est soulager. Le centre Mère Marie-Augustine propose également un espace spécialement dédié aux proches. Un lieu commun qui ressemble à la maison et favorise le partage et le confort. Durant ces 4 ans, il y a eu beaucoup de défis à faire connaître et comprendre cette médecine palliative. C'est vraiment pas ajouter des jours à la vie, mais ajouter de la vie aux jours et vraiment créer des moments avec la famille et préparer la fin de vie comme on prépare une naissance. On associe les soins palliatifs que à la fin de vie. Or, il y a des maladies graves et incurables où on peut vivre encore de nombreuses années et avoir déjà un suivi ici. Les soins palliatifs apportent un soutien à la fois physique et émotionnel en fin de vie. Pourtant, cette approche reste encore peu connue du grand public. Docteur Claude Grange, bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Bonsoir Valérie, merci de l'invitation. Alors, vous avez été chef de service dans une unité de soins palliatifs pendant 25 ans, au-delà de ce qu'on vient de voir dans le reportage de Dassa. Qu'est-ce que cette unité représente à vos yeux? Eh bien, ça représente justement cette médecine qui est méconnue, vous l'avez dit. Mais quand on voit ce reportage, déjà, vous voyez, ce n'est pas la représentation que l'on a, soins palliatifs, le mouroir, on voit, c'est un bel endroit, il y a de l'espace. Et puis notre objectif, c'est vraiment, moi, c'était parce qu'il y a trop de personnes qui sont décédées dans des conditions inacceptables. Donc moi, j'ai fait la réanimation à La Réunion. J'ai commencé ma vie de médecin par la réanimation, la médecine triomphante qui guérit. Ensuite, j'ai fait la médecine générale et j'étais confronté à la mort de mes patients. Et j'ai été catastrophiquement nul, ne sachant ni quoi dire, ni quoi faire, ni comment faire. Et j'ai eu besoin d'une formation parce que on ne forme pas les médecins à cette médecine palliative. Les médecins, ils sont formés à quoi? À guérir. Et quand ils ne peuvent plus guérir, ils le vivent comme un échec. Et je trouve que cette médecine est une médecine faite justement pour les personnes qui sont atteintes de maladies graves, incurables, pour faire en sorte qu'on leur apporte le meilleur confort pour tout le temps qu'il leur reste à vivre. C'est ça que j'ai essayé de faire toute ma vie un petit peu, et c'est ça que j'essaye de mettre en place à Maurice, parce que c'était le souhait des sœurs, de faire une médecine un petit peu en conformité avec leur charisme, parce que Mère Marie-Augustine, la fondatrice, l'unité porte son nom, ouais. Mais elle a apporté beaucoup pour votre île. Hein. Elle a construit des écoles, elle a construit des orphelinats, des postes de santé. Il y a beaucoup de Mauriciens qui ont été scolarisés, éduqués dans des écoles des sœurs. Et c'est l'établissement qu'il leur reste et elles ont envie de faire cette médecine-là. Est-ce qu'on parle de vieilles personnes uniquement quand on parle de soins palliatifs? Non, non, non. Là, on vient d'aller dans une association qui s'appelle En Rêve, Un Sourire, oui, qui s'occupe de ces enfants, et on essaye de voir comment on va pouvoir travailler ensemble, parce qu'il y a des enfants, le plus jeune, je pense que c'était quelqu'un qui avait 15 ans, qui a été pris en charge à l'unité de soins palliatifs. Là, il y a une jeune qui s'appelait Elisa, mais on n'a pas suffisamment d'antalgiques à des doses nécessaires. Il y a la petite Elisa, sa maman était hôtesse de l'air, elle allait à la Réunion, aller-retour dans la même journée, pour aller chercher les médicaments, parce qu'on n'avait pas ces médicaments-là pour les soigner. Est-ce que c'est acceptable, ça?
Je suppose qu'on ne parle pas de la même façon, on n'a pas le même rapport avec une personne qui arrive en fin de vie et qui a 80 ans, 90 ans, et un jeune qui a 15 ans, qui a une maladie qui peine à apporter un traitement. Tout à fait. Et puis surtout pour les parents. Quand on a un enfant gravement malade et qu'on sait que peut-être que le temps est compté, c'est autrement plus douloureux et difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se former, parce que la bonne volonté ne suffit pas. Il faut acquérir des connaissances et des compétences pour être un peu plus à l'aise dans ces prises en charge qui sont quelquefois assez lourdes émotionnellement. Une unité comme ça, est-ce qu'elle a sa raison d'être dans tous les hôpitaux? Bien sûr. Maintenant, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés, la cardiologie de pointe ou la chirurgie, voilà. Mais en tous les cas, sur un département, sur une région, sur un pays qui est unité de soins palliatifs, oui, ça me paraît essentiel. Vous disiez à l'instant que les médecins sont formés pour guérir et non pas pour accompagner dans ces moments de souffrance, de fin de vie. Cette partie de la médecine, elle devrait être plus visible? Oui, mais c'est-à-dire que dans nos études de médecine, moi, on ne m'a jamais dit que la mort, le mot mort n'a jamais été prononcé. Déjà. Alors que, forcément, soit on pense qu'on est dans une toute-puissance et qu'on va pouvoir tout guérir, mais on sait très bien que non. Hein. Et voilà, donc les soins palliatifs, dans la formation initiale des médecins, c'était entre 0 heure, c'est-à-dire rien, et 15 jours, sur 8 ans ou 10 ans d'études. Comment vous voulez? On ne peut pas reprocher aux médecins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la formation pour, et ils sont démunis. Et moi, j'ai été ce médecin pendant très longtemps, où je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit, mais moi, j'ai été ce médecin catastrophiquement nul, décalé, qui ne savait pas quoi faire. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai eu besoin de faire cette formation et je pense que les médecins, qui ont tous, sans doute, j'espère, pas j'espère, mais de dire qu'on n'aura que des malades qu'on va guérir, ça c'est faux. Hein. Donc on aura dans notre patientèle des personnes qu'on ne pourra pas guérir. Eh bien, c'est d'aider ces médecins à pouvoir donc pratiquer cette médecine, sans doute une médecine très humaniste et qui prend en compte le souhait du malade et qui accompagne le mieux possible la personne en fonction de son souhait à elle. Et on ne lui impose pas des choses. Et puis pour être sujet de soins, il faut qu'elle soit correctement informée. Et ça, on constate la réalité. On a tendance à ne pas écouter. On a tendance à donner l'information davantage à la famille qu'au malade lui-même. Pourtant, le malade, il a droit à... Eh bien oui, le droit à l'information, c'est... Oui, en tous les cas, oui. C'est-à-dire que si vous êtes malade, je pense que vous n'accepteriez pas que le médecin téléphone à votre mari ou à vos parents pour décider de ce qu'on va faire, opération ou pas. C'est à vous de décider. Vous avez écrit, justement, fort de cette expérience de 25 ans, un livre qui s'appelle « Le dernier souffle » aux éditions Gallimard. Il est avec vous, d'ailleurs. Vous pourriez peut-être nous le montrer. Ah ben voilà, volontiers. Voilà. Maintenant, il est paru chez Folio, après Gallimard. D'accord. Et dans ce livre, vous dites « Donner la chance d'accoucher les gens de leur mort sans douleur et ainsi d'améliorer les conditions du mourir sans pour autant donner la mort ». Alors, c'est que j'étais dans votre établissement à la radio et ils avaient noté exactement la même chose. Et c'est vrai, moi je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au début de la vie, accouchement sans douleur, péridural, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accouché dans des douleurs épouvantables. Ça a été amélioré. Mais on n'a pas amélioré... on n'a pas fait la même chose pour la fin de vie. Et ce que j'ai dit à la radio ce matin, je vous le redis ce soir, hein, moi j'aime à citer Montaigne qui disait « Si nous avons besoin de sages-femmes pour nous mettre au monde, nous avons besoin encore d'hommes encore plus sages pour nous en sortir. » Et qu'est-ce que ces hommes devraient avoir comme qualité? Je pense... Les hommes et ces femmes. Les hommes et les femmes, bien sûr, c'est de prendre son temps, de tisser une relation de confiance avec les personnes, de pouvoir aborder le sujet
pas asséner une vérité à une personne qui ne veut pas l'entendre, mais cheminer avec elle pour pouvoir lui dire le moment où elle sera prête à entendre et construire un projet de soins en fonction de ce qu'elle souhaite, elle. Et puis, il y a 3 priorités pour nous. C'est 1, ne pas souffrir. 2, ne pas se sentir abandonné. Et 3, ne faire des soins que ce qui fait sens pour la personne. Comme disait Anne-Sophie Jérôme, quand il y a un traitement, je me pose la question, est-ce qu'elle est d'accord pour ce traitement? Oui, non. Si c'est oui, je fais. Si c'est non, je ne fais pas. Et puis, s'il y a le traitement, la balance entre les bénéfices et les inconvénients. S'il y a des bénéfices, et plus de bénéfices que d'inconvénients, je fais. Mais s'il y a beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices, je ne fais pas. Docteur Grange, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous écouter. Merci. Le dernier souffle aux éditions Gallimard. Très bien. Merci Maintenant chez Folio. Maintenant chez Folio. Folio, voilà. La suite du journal avec ce constat préoccupant. 112 cas de suicide ont été recensés dans le pays l'année dernière. Près de la moitié concernés des jeunes de 16 à 25 ans. Befrienders Mauritius, qui marque cette année son 30e anniversaire, se lance dans une campagne d'information et de sensibilisation autour de la santé mentale des jeunes. Ashminta Bantu. Les chiffres sont préoccupants. Sur environ 50 appels reçus chaque semaine par Befrienders, la moitié provient des adolescents ou de jeunes adultes en détresse. Les longues périodes de confinement dues à la pandémie ont accéléré cette tendance. Le rajeunissement des personnes à risque oblige l'association à adapter son service d'écoute. Les appels ont bien augmenté, surtout depuis que nous avons mis la possibilité de chat avec nous sur WhatsApp, parce que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec les chats. Ils nous parlent ouvertement parce que chez nous, le système avec lequel nous opérons, c'est la confidentialité et aussi le non-jugement. Très, très important, le non-jugement. Quand on a le support, quand on sent qu'on est quand même écouté, ben à ce moment-là, on a un petit courage. On a un petit courage pour aller de l'avant, pour aller chercher de l'aide ou bien peut-être pour changer certaines choses quand on peut changer. Pour mieux comprendre les signaux silencieux de la détresse, l'association a choisi de converser avec les professionnels de la santé mentale et les éducateurs. Nous avons une équipe chez nous qui travaille, on essaie d'identifier ces élèves-là afin de les encadrer pour les aider à sortir de leurs problèmes. Aujourd'hui, à travers cette conférence, on nous donne des renseignements un peu plus, comment pouvoir les aborder, les écouter en premier, et aussi comment les faire sortir de cette situation difficile. Befrienders continue dans cet élan. D'ici samedi, l'organisation rencontrera les agents sociaux pour aborder les relations et la communication parents-enfants et l'écoute active. Le Portugal observe ce jeudi une journée de deuil national au lendemain du déraillement mortel d'un funiculaire de Lisbonne. Le drame a fait 17 morts et une vingtaine de blessés. Farah Konaï. Le Portugal observe ce jeudi une journée de deuil national. Hier, le funiculaire Elevador da Glória a déraillé dans un quartier touristique de Lisbonne. Le wagon du célèbre ascenseur de la Glória a dévalé une pente abrupte avant de s'encastrer dans un immeuble à une heure de pointe en début de soirée. Le funiculaire a chuté sur environ 1,50 m. Ça a fait un bruit énorme. Le wagon était bondé. Nous sommes restés pour porter secours aux victimes. Et au moment où l'on s'avance pour aider, on a vu un deuxième wagon dévaler la pente. On a juste eu le temps de nous retourner et de nous enfuir. Je suis sûre qu'au moins une personne a réussi à sortir. Le wagon a violemment percuté l'immeuble. L'accident a coûté la vie à plus d'une douzaine de personnes. Un accident que le maire de la ville qualifie de sans précédent. Beaucoup de victimes sont dans un état grave. Elles sont actuellement prises en charge dans différents hôpitaux. Je vais d'ailleurs me rendre dans ces hôpitaux. Mais surtout, je voulais dire qu'en ce moment, nous sommes en deuil. Tous les habitants de Lisbonne sont en deuil. C'est une tragédie. Cela ne s'était jamais produit dans notre ville. Le funiculaire Glória était un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise. Il a été inauguré en 1885.
Avec l'enquête sur la cause de l'accident à un stade précoce, l'opérateur de transport public de Lisbonne insiste sur le respect de tous les protocoles de maintenance. Ce jeudi a été décrété jour de deuil national en hommage aux victimes de l'accident. Ils se sont rencontrés il y a de ça 33 ans, ont fait vibrer des générations. Les Authentic Street Brothers se retrouvent pour un unique concert anniversaire ce week-end. Sur scène, Bruno, Raya, Black Ayo et Tikenzo pour le plus grand bonheur des fans. Candy Mangra. OSB, c'est un groupe qui est né depuis 1992, nous sommes dans la rue, c'est pour ça que le groupe s'appelle Street Brothers, et Zodi appelle Authentic Street Brothers, qui fait ça authentique là pour nous montrer sa authenticité qui mauricienne là, donc sa originalité qui mauricienne là, et sa créolité qui m'a dit, étant nous projeter l'eau international, mais nous refléter nos îles tropicales, nous refléter la République. Nous disons, tant capable d'aller, nous allons. Ça l'année là, nous thème, c'est nous vise plus la vie. Même une guerre là, il y en a qui viennent grand-père, il y en a qui viennent grand-mère, mais tout le monde que les enfants, qui m'ont dissocié. Le monde de la mode perd Giorgio Armani, le maestro du minimalisme à l'italienne. Le couturier italien est décédé ce jeudi à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui une trace dans l'histoire de la mode avec ses couleurs sobres et son style épuré, ainsi qu'une entreprise toujours prospère qui a su rester indépendante pendant un demi-siècle. Et demain, à l'occasion de la Journée internationale de la charité, Achibachu reçoit Patricia Adel Félicité, secrétaire générale de Caritas Île Maurice, pour l'interview de la matinale sur RM1. Dans un instant, la météo suivie des sports où il sera question, entre autres, de judo. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci. Bonne soirée à vous et à demain, 19h30. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Quand le nouveau Wash Kitchen Degreaser dégraisse vos surfaces en carrelage, ça fait... Orange Zest, Lemon Buzz, Minty Lime, nouveau Wash Kitchen Degreaser et votre cuisine respire la fraîcheur en un clin d'œil. Un produit Cernol. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau.
Les nuages venant de l'est-sud-est influenceront le temps à Maurice par moment. Notons aussi que quelques nuages venant de l'est-sud-est influencent le temps à Rodrigue, alors que des nuages actifs associés à une zone de basse pression évoluant au nord-nord-est d'Agalega influencent le temps local. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone évoluant au sud-est des Mascareignes. Prévision pour Maurice, après quelques ondées dans la soirée, le temps sera essentiellement beau. La température minimale sera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés sur le littoral. Mi-couvert en général demain, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central avec quelques ondées. La température maximale sera entre 20 et 23 degrés sur les hauteurs et entre 25 et 28 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h avec quelques pointes de 50 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Rodrigue, beau temps en général durant la nuit, la température minimale sera entre 18 et 21 degrés. Le temps sera essentiellement beau demain matin. Mi-couvert pendant la journée avec quelques ondées sur les hauts. La température maximale sera entre 23 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Agalega, nuageux avec des averses passagères. Les averses seront parfois d'intensité modérée à forte, accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés. La température maximale, elle, sera d'environ 29 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Le lion est de retour. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sportive. Football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 région Afrique. Dans le groupe D, Maurice accueille le leader, le Cap-Vert en ce moment à Côte d'Or. Ce duel est à suivre en direct sur RMBC Sport 11. Le coup d'envoi a été donné à 20h après quelques minutes de jeu. Le score est 0-0. Retrouvons Vikash Bagirotti au commentaire de ce match et son consultant Kesley Levré pour une petite séquence en direct de Côte d'Or. Et en football, toujours hier soir au stade de Côte d'Or, le Gabon a frappé fort lors de son match du groupe F face aux Seychelles. Les Panthères se sont imposés avec autorité sur le score de 4-0, confirmant ainsi leurs ambitions dans ces éliminatoires. Robert Deschambault. Le spectacle a surtout été l'œuvre d'un homme, Denis Bouanga. L'attaquant gabonais, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, a signé un triplé retentissant dès la première période.
bien aidé également par un collectif inspiré et dominateur. Mi-temps 3-0, c'était alors compliqué pour les Dallons. En seconde période, les hommes de Thierry Mouyouma ont géré leur avance avant que Chancel Mbemba ne scelle la victoire en toute fin de match. Mission accomplie, voilà, on est venu ici pour avoir les 3 points. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et voilà, personnellement c'est grâce à l'équipe que j'ai mis 3 buts aujourd'hui, donc je suis super content d'avoir marqué. Avec ce large succès, le Gabon prend provisoirement la tête du groupe F en attendant la prochaine sortie de la Côte d'Ivoire, considérée comme l'un des favoris de cette poule relevée. Le judo mauricien à l'honneur ce jeudi lors des premiers championnats d'Afrique Master. Nos représentants décrochent 4 médailles d'or. Parmi ceux qui sont montés sur la plus haute marche du podium, citons Mélissa Saint-Pierre, Yupsing Biari, Hugo Mariette et aussi Louis Paté chez les moins de 90 kilos. Un extrait. Finale chez les moins de 90 kilos. Bonne tentative du Mauricien qui réussit après quelques secondes de prendre son adversaire à défaut. Hippon pour lui, Vincent Paté. Il n'a pas pris longtemps le Mauricien. Winner from Mauritius, Louis Vincent Paté, moins 90 kilos. Louis Vincent Paté de Maurice. Catégorie moins 90 kilos. Ah, il est super content. On le comprend. Et d'ailleurs, en finale, il avait comme opposant Randria Mifid, Mamirine Jean Odon. Pas la peine de vous dire qu'avec cette première place décrochée par Louis Vincent Paté, c'est l'hymne de la République qui va retentir ici au gymnase de Côte d'Or. Moment de fierté pour Louis Vincent Paté et pour toute l'île Maurice d'ailleurs, pour cette belle médaille décrochée dans sa catégorie, c'est-à-dire celle de moins 90 kilos. Les compétitions se poursuivront jusqu'à dimanche dans les autres catégories, notamment cadet, junior et senior, toujours à Côte d'Or. Si les éliminatoires du Mondial 2026 retiennent l'attention en Afrique, il en est de même sur le continent européen. Place ce soir à la première journée de la phase de groupe. 8 rencontres seront au programme. Retenez principalement que dans le groupe A, à 22h45, l'Allemagne sera en Slovaquie. Dans le groupe E, la Bulgarie recevra l'Espagne. Et dans le groupe G, les Pays-Bas affronteront la Pologne. En tennis, les demi-finales en simple dame nous proposent des belles affiches. Sabalenka face à Pegula et Anisimova contre Osaka. Ces matchs se joueront ce vendredi matin. C'est tout pour cette édition du Journal des Sports. Mais avant de vous quitter, sachez qu'en football, à Côte d'Or, où Maurice s'affronte le Cap-Vert, le score est toujours de 0-0. Cape Verde consistently winning back possession and then staying in it. Lenini, lovely ball. Now Monteiro. Merci de votre attention, à très bientôt et passez une excellente soirée.